Madame, Monsieur, bonsoir. Visite guidée et point de presse, c'est l'offre ce matin du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo aux journalistes. Une immersion pour une meilleure connaissance du circuit de prise en charge des malades du Covid. Des respirateurs artificiels seraient disponibles et l'administration de l'hôpital continue de travailler à de meilleures conditions de séjour. Vous les entendrez à l'ouverture de ce journal. C'est à peu près 30 milliards de francs CFA que le Burkina se voit dispenser de payer à la faveur de l'allègement de la dette du FMI. Une mesure souhaitée par plusieurs leaders face à la pandémie du Covid. 24 autres pays sont concernés sur le sujet. Vous aurez la réaction du ministre de l'Économie et des Finances. Une réouverture timide des guichets à la Direction générale des transports terrestres et maritimes. La spécificité du service impose l'impératif de fonctionnement, un impératif qui se conjugue avec la mise en pratique des mesures sanitaires. Seul hic, le respect de la distanciation sociale présente encore des difficultés dans sa mise en œuvre, constat dans une poignée de minutes. Une partie de l'Europe envisage la fin du confinement pour cette semaine, un allègement de la mesure qui se fera progressivement. Magasins, sports en plein air sont autorisés si le port du masque est respecté et si la stabilisation des chiffres se poursuit. Ce sont là les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Le point de la situation du Covid-19 se présente avec 13 nouveaux cas confirmés. 11 à Ouaga et 2 à Bobo, portant le nombre total à 528. 7 guérisons pour un total de 177 et malheureusement 2 décès pour un total de 30. Le centre principal de prise en charge des malades du Covid ouvre ses portes aux journalistes. Vivement critiqué depuis quelque temps sur sa gestion et sa prise en charge, le CHU de Tengango veut rassurer l'opinion nationale. Selon les responsables, le centre disposerait actuellement de ce qu'il faut en matière de respirateurs artificiels et aucun problème n'est à signaler à ce niveau. La visite a été suivie d'un point de presse dont les détails sont ici livrés par Paul-David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. De l'avis des médecins traitants, aucun problème de respirateur ne se pose au CHU de Tengandogo, le principal centre de prise en charge des malades du Covid-19. Selon le professeur Flavien Caboré, l'hôpital dispose actuellement de 7 lits de réanimation, tous équipés de respirateurs artificiels. Un nombre qui pourrait, en cas de nécessité, être porté rapidement à 24. Alors actuellement, on a 3 malades qui sont hospitalisés. Donc il y a... Classiquement, il y a 2 qui sont sous assistance respiratoire. Une machine qui les fait respirer. Il y a un qui n'est pas en assistance respiratoire, mais qui est sous oxygène à fort débit. Tous les patients n'ont pas besoin de cela. Il y a des patients actuellement qui sont au bâtiment 15, qui ont juste besoin d'une certaine quantité d'oxygène pour s'en sortir. Eux, on les laisse là-bas. Mais lorsqu'ils arrivent à un certain cap, et que ça demande des soins plus lourds, c'est là qu'ils sont transférés en réanimation. Actuellement, une 50aine de patients sont internés au CHU de Tengandogo, soit parce que leur cas est confirmé, soit parce que ce sont des cas suspects. Et certains de ces patients se plaignent du manque de certaines commodités et aussi à propos des mesures d'observation continue de patients. Sont de ceux-là le journaliste Isaka Lengani, actuellement hospitalisé au CHU de Tengandogo. Des critiques qui, selon lui, visent à améliorer les conditions de prise en charge. Nous avons tout organisé pour qu'il y ait des rondes, mais personne n'est parfait. Il y a peut-être des situations où c'est arrivé, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui une appréciation particulière dessus. Et je suis d'accord avec vous que lorsqu'il y a une faille, il faut la relever et il faut trouver des solutions pour la régler. Donc s'il y a des patients qui se sont plaints, nous essayons d'améliorer les conditions. Quant au dispositif de prise en charge des patients reçus au CHU de Tengandogo pour raison du Covid-19, la direction de l'hôpital soutient que 24 médecins sont quotidiennement au chevet des malades. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter tous les jeunes médecins qui sont là. Et voilà, ils sont là. Les autres, vous les avez vus au lit du malade.
qui se mettent dans des conditions un peu spécifiques pour gérer les patients. Ces médecins burkinabés devraient recevoir dès la semaine prochaine du soutien en provenance de la Chine, notamment l'appui technique d'experts qui étaient au cœur de la riposte contre le Covid-19 à Wuhan. Lui annonçait le 20 mars dernier avoir été testé positif au Covid-19. Il est aujourd'hui déclaré guéri après un séjour au centre de prise en charge. Ce 14 avril, et dans l'ambiance des dossiers urgents, le ministre de l'administration territoriale reprend du service. Ce qu'il retient de cette expérience est ici décliné à l'issue du premier conseil de cabinet post-guérison, comme nous le relatent Césaire Carrefour et Sekou Zongo. Premier conseil de cabinet au ministère en charge de l'administration du territoire après l'épreuve du coronavirus de son premier responsable. Sur la table, plusieurs dossiers dont le Hadj 2020 et la question des élections. Après le traitement, le confinement et la guérison, Siméon Sawadgo mesure aujourd'hui toute la chance qu'il a eu de s'en sortir. Cette maladie-là est une réalité. C'est quelqu'un qui l'a expérimenté qui vous parle. Ce n'est pas de la fiction. Le coronavirus est une réalité et moi je l'ai vécu et je sais que c'est une maladie difficile et une maladie donc très contagieuse et qui peut faire donc beaucoup de mal au pays. Le ministre d'État est sur pied, cela grâce aux petits soins des services de santé et aussi au respect des mesures édictées par le gouvernement pour stopper la maladie. Il faut remercier le corps des agents de santé qui ont fait un très bon travail. Nous avons été contrôlés positifs, donc nous avons fait le confinement, nous avons été également bien traités. Pour le premier responsable du ministère en charge de l'administration du territoire, l'heure ne doit pas être aux polémiques, mais plutôt à l'union et à la conjugaison des efforts pour rompre la chaîne de transmission de la maladie. C'est dans l'intérêt supérieur de la nation que ces décisions-là sont prises. Et moi, je vous dis que cette maladie existe parce que moi, je l'ai vécue. Ce n'est pas quelqu'un qui ne l'a pas vécu qui parle. Donc, je vais inviter les gens qui, quand ils interviennent, de comprendre qu'ils doivent avoir la juste mesure de leurs propos par rapport à ces mesures-là. En attendant, Siméon Sawadgo est de retour au bureau et il faut gérer avec diligence les questions urgentes. Vous avez dans un premier temps l'élément essentiel, c'est les mesures qui ont été prises par le gouvernement, par le président du Faso, donc qui doivent être appliquées au niveau déconcentré par les chefs de circonscription administrative et par les présidents des collectivités territoriales tels que les maires et les présidents des conseils régionaux. Il y a également des cas urgents tels que l'incident qui s'est passé sur le site aurifère de Diebougou, où il y a une migration d'un certain nombre d'orpailleurs relevant donc d'États voisins comme le Niger. Et nous sommes en train, sur instruction du président du Faso et du Premier ministre, de gérer cette situation en collaboration avec les gouverneurs du Sud-Ouest, les gouverneurs du Centre-Ouest, et la beaucoup du monde. Guéri du Covid-19, Siméon Sawadgo invite les populations au respect strict des mesures de protection. Et l'une des mesures réclamées par les leaders politiques dans cette crise sanitaire et aujourd'hui réalité est l'allègement de la dette des pays africains. Le Fonds monétaire international, il consent pour 25 pays, dont 19 africains, parmi lesquels le Burkina. La réduction pour ce qui concerne le pays des hommes intègres tourne autour de 30 milliards de nos francs. Le ministre de l'économie se prononce sur la mesure au micro de Daouda Ouattara et Christine Koulibaly. C'est une bouffée d'oxygène pour le Burkina Faso et 24 autres pays en développement confrontés à la pandémie du Covid-19 et à son impact dévastateur sur les économies. Un allègement de dette annoncé par le Fonds monétaire international. Pour notre pays, c'est une dispense de paiement de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. L'allègement va concerner la période 2020-2022. En termes clairs, ça veut dire que pour notre pays, nous ne devons pas rembourser le principal et les intérêts pour ces 3 années à venir. Lorsque nous regardons au niveau du Burkina, grosso modo, nous avons à peu près 30 milliards en principal
1 et quelques milliards donc en intérêt, ce qui nous donne à peu près un montant global de 32 milliards à peu près. Au-delà de ce montant, somme toute modeste, cette décision du FMI est un bon signal pour le Burkina Faso. Le FMI n'est pas un bailleur de fonds en réalité. Le FMI est une institution qui nous appuie, qui de conseil pour les États en termes donc de gestion macroéconomique, et leur caution, le fait d'accepter que le Burkina donc, et d'annoncer cet allègement va être certainement une occasion pour que d'autres partenaires bilatéraux ou multilatéraux puissent nous accompagner. Et c'est surtout ça qui est véritablement important. Et si aujourd'hui cela est fait, je pense que ça va nous permettre, en tout cas, surtout nous, des pays tels que le Burkina, confrontés aussi bien à des questions d'ordre sécuritaire, à des questions de déplacement interne de nos populations et bien sûr le Covid qui vient s'ajouter, cela permettra en tout cas de dégager des ressources conséquentes pour mieux faire face à ces défis-là. L'annulation, bien sûr, ou l'allègement ne va pas se traduire rapidement en termes de gains, mais ça dégage l'État, donc ça dégage des ressources supplémentaires non au niveau de l'État qui devaient être consacrées au remboursement de ces prêts pour mieux orienter donc, dans le financement de ces activités. Dans le contexte actuel, cet allègement de dette pourrait donc en appeler d'autres. C'est en tout cas l'espoir du ministre de l'économie. Respect de la distanciation sociale à l'hémicycle, nous y étions ce matin pour la session ordinaire. Deux projets de loi ont été adoptés, l'un sur la ratification du traité portant création de l'Agence africaine du médicament et l'autre sur le rattachement de la province du Ganzourgou au tribunal de grande instance Ouaga 1. Les développements dans ce compte-rendu de Jean-Eudes Bayala et Sébastien Zongo. Ils sont une trentaine de députés physiquement présents à cette plénière pour respecter les consignes de prévention contre le Covid-19. Et c'est la Commission des Affaires étrangères et des Burkinabés de l'étranger qui présente les résultats de son travail sur le projet de loi portant autorisation de ratifier le traité de création de l'Agence africaine du médicament. Les explications de la ministre de la Santé ont convaincu les députés que l'adoption de ce projet de loi permettra une harmonisation des ressources du continent pour améliorer l'accès des populations à des médicaments sûrs et de qualité. À l'issue du débat général, l'ensemble du projet et ses articles sont adoptés à l'unanimité des 60 votants. Le Burkina Faso fait partie des premiers États à franchir le pas de la ratification du traité adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement le 11 février 2019. L'Agence africaine du médicament sera une fédération de toutes les agences nationales de régulation pharmaceutique. Donc, ce sera une agence régionale qui va fédérer toutes les agences et donner plus de poids au niveau des agences régionales en termes d'appui technique avec une expertise qui sera régionale et sous-régionale. En termes d'élévation de niveau d'intervention juridique de ces agences-là. La Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains présente son analyse du projet de loi portant création du tribunal de grande instance Ouaga 2 à côté de celui de Ouaga 1 pour désengorger le TGI de Ouagadougou. C'est de fait une relecture pour corriger une insuffisance de la loi de mai 2014 qui a omis de rattacher la province du Ganzourgou à une compétence juridictionnelle. La seule question posée pendant le débat général est celle de savoir ce qui justifie le rattachement de cette province au TGI Ouaga 1 au lieu de ceux de Koupela ou de Zignaré, vus comme géographiquement plus proches. La province du Ganzourgou a toujours été rattachée à Ouagadougou du point de vue juridictionnel. C'était le tribunal de grande instance de Ouagadougou. C'est vrai qu'on peut penser que le tribunal de grande instance de Zignaré est plus proche, le tribunal de grande instance de Koupela est plus proche pour certaines localités, mais en tout cas, au regard donc de l'historicité de son rattachement et au regard d'un certain nombre de volontés exprimées par les populations ou certains leaders, il est revenu qu'il était encore mieux de laisser en tout cas le tribunal, la province du Ganzourgou rattachée donc au tribunal de grande instance Ouaga 1, en attendant bien évidemment de créer un tribunal propre parce que la loi prévoit que nous devons créer un tribunal de grande instance dans chaque province.
Les 2 articles du projet de loi ont chacun été votés avec 2 abstentions et l'ensemble du projet à l'unanimité des 60 votants. Et comment mettre en œuvre et opérationnaliser les mesures sociales annoncées par le chef de l'État en matière d'eau potable? La nationale de l'eau y répond et apporte des précisions sur les catégories concernées. Les inquiétudes soulevées par les fontainiers sont aussi levées à travers un point de presse tenu ce jour. Le compte rendu avec Césaire Carfo et Sekou Zongo. Rencontre d'échange entre les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA et les hommes de médias. Il s'agit ici pour Frédéric François Kaboré et ses collaborateurs d'expliquer les mesures sociales qui concernent la nationale de l'eau dont bénéficient les milieux urbains et semi-urbains en ce temps de pandémie du Covid-19. L'État prend donc en charge les factures d'eau de la tranche sociale, la consommation au niveau des bornes fontaines et les factures d'eau des marchés et yards fermés. Toutefois, précise Frédéric François Kaboré, les factures concernées sont les factures qui arrivent à échéance en avril, mai et juin 2020. La mesure prise par le président, c'est de permettre aux populations, en cette période difficile, où les marchés et yards sont fermés, où les gens n'ont plus de revenus, de faire face à leurs factures d'eau pour qu'on ne vienne pas les couper. Donc, ce n'est pas la période de consommation qui importe, c'est la période de règlement de ces factures. Donc, nous interpellons donc nos clients de ne pas faire du gaspillage. Parce que la facture, par exemple, du mois de mai, que vous allez consommer en mai, vous serez distribué en juillet. Et en ce moment, au mois d'août, la mesure n'est plus là. Vous allez venir la payer en juillet, août, en ce moment, la mesure n'est plus là. En clair, l'ONEA entend appliquer les mesures de gratuité souhaitées par le président du FASO, ce qui devrait impacter positivement plus de 5 400 000 Burkinabés. Elle rassure d'ailleurs les fontainiers qu'ils seront payés chaque 2 semaines. Nous avons fait des affiches que nous sommes en train de coller aux alentours de toutes les bonnes fontaines pour que n'importe qui arrive sache que l'eau est gratuite. Et nous avons rencontré l'association des fontainiers, leur porter le message pour qu'ils relèvent ça à leurs membres. Il faut qu'ils fassent passer le message aux employés qu'ils ont pour qu'ils sachent qu'ils seront remboursés par rapport au manque à gagner qu'ils avaient sur les bancs d'eau de Bonnefontaine. Nous allons les rembourser leur manque à gagner là toutes les 2 semaines en attendant la fin du mois pour nous faire rembourser par l'État. Pour les conférenciers, la gratuité s'applique aux consommations de la tranche sociale de 0 à 8 mètres cubes et au niveau des bornes fontaines, d'autres mesures sont à observer. La gratuité s'applique exclusivement aux mesures de consommation domestique. Les prélèvements de plus de 200 litres sont interdits. Les camions citernes, ainsi que les tricycles transportant des récipients, dont la contenance dépasse 200 litres, seront orientés vers des bonnes fontaines à crosse où ils devront payer les volumes prélevés. Les délégataires qui gèrent les systèmes d'approvisionnement en eau potable dans les non-lotis doivent aussi mettre en œuvre les dispositions de la gratuité, selon le directeur général de l'ONEA. Pour les cas d'indélicatesse de certains fontainiers, prévient Frédéric François Kaboré, l'ONEA se verra dans l'obligation de retirer la fontaine au profit d'autres personnes. Il annonce par ailleurs le 80 00 11 11 comme numéro pour dénoncer toute personne ramant à contre-courant. Et comment jouir de la gratuité de l'eau par ces temps de couvre-feu? C'est l'équation des populations de la ville de Gawa. L'accessibilité à ce liquide précieux est effective pour les ménages, soit en journée pour certains, soit dans la nuit pour d'autres, selon la clé de répartition de l'ONEA. Des désagréments non négligeables qu'elle s'attelle à résoudre. Constat avec Issia Kazabré et Sié Judikael Apoda. Dans les bornes fontaines de Gawa, l'eau est gratuite depuis le samedi 4 avril. Cette gratuité est appliquée dans les 51 bornes fontaines que compte la ville, malgré quelques incompréhensions des fontainiers. Ici, par exemple, l'eau n'arrive qu'aux heures du couvre-feu. Ça vaut 6 jours comme ça, l'eau ne vient pas ici. Hier seulement, l'eau est venue ici, ça est venu au moment de l'heure de couvre-feu. Les gens vont prendre l'eau comment? C'est pas normal, ils vont laisser, au moment de couvre-feu, ils vont laisser l'eau de venir ici. C'est comme vous n'avez pas donné de la gratuite.
À l'air là, il faut que les gens sortent à l'air, de l'autre côté pour aller prendre l'eau maintenant. Ici là, on ne peut pas gagner l'eau. Cette situation est due au dispatching que fait l'ONEA afin d'alimenter toute la ville malgré les nombreuses collines. Dans notre programme de distribution journalier, nous faisons une distribution alternée. Donc c'est pour dire, nous faisons un rationnement. Il y a de ces zones qui ont l'eau la journée, et il y a des zones qui ont l'eau la nuit. Nous sommes négociés avec le gouverneur pour permettre, quand on besoin de laisser gérer aux gérants de Bonnefontaine qui ont l'eau la nuit. Chacun a droit par jour à pas plus de 10 bidons de 20 litres d'eau sur place et 2 fûts par jour, mais certains le trouvent insuffisant pour mener leurs activités. Vous savez, les gens sont tellement informés ici il prend 2 fontaines, 2 barriques à telle fontaine, il se déplace, change de secteur et prend par en ailleurs encore. Donc, ce qui fait que vous pouvez trouver quelqu'un qui a plus de 10 bidons, 10 barriques le même jour à travers les 2 fontaines qu'il connaît. Il y a certains clients qui viennent, qui font des propositions de descente, notamment les orpailleurs. Vous êtes sans ignorer que les gens prélèvent le palais des sites miniers. Quand ils arrivent, dès qu'ils prennent les 10 fûts, 10 bidons, ils proposent aux gérants le surplus de payer. Donc c'est souvent les usagers même qui font des propositions de descente au niveau des fontaines. Tous les fontainiers ont reçu l'information et savent ce qu'ils n'appliquent pas. Nous aurons appliqué la résiliation et attribué à notre personne. La mesure de la gratuité de l'eau n'engendre pas plus d'influence. Cette dame nous confie même que les usagers de la fontaine qu'elle gère viennent au compte-gouttes parce que l'eau est toujours disponible dans la fontaine. Nous en venons à ce dossier consacré à la réouverture des guichets à la DGTTM après 2 semaines de fermeture. Une reprise de service réclamée par les usagers et qui se conjugue avec la mise en pratique des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Cette dernière, malheureusement, est foulée aux pieds et ce, malgré l'intervention des forces de l'ordre. Voyons cela avec Moussa Ouedraogo et Christine Koulibaly. Direction générale des transports terrestres et maritimes ce mardi matin. L'ambiance et le décor ici tranchent avec ceux de bon nombre de services et de lieux publics en cette période de crise sanitaire où le Covid-19 dicte sa loi. C'est vrai qu'on a interdit les regroupements, mais je n'ai pas d'autre choix que de venir chercher les papiers de ma voiture. Si le délai passe, ce sera plus difficile. Je suis donc obligé de me protéger et de venir puisqu'on ne peut pas me les apporter à la maison. La voiture est neuve, si je n'ai pas les papiers et que la police m'arrête, je ne pourrai pas me justifier. Ici, vous voyez, on ne peut pas faire 1 mètre ici, parce qu'il y a trop de monde. Donc si tu ne veux pas, tu peux écarter. Si tu veux mettre un document, tu écartes, puis tu arrêtes 3 secondes. Ici, les mesures de distanciation sociale sont foulées aux pieds et souvent aux grandes dames des forces de sécurité dont le nombre est passé du simple au double pour faire respecter les règles édictées. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de citoyens même qui s'en foutent. Ils n'ont plus peur du policier ou du gendarme. La même occasion, ce sont des injures et si vous ne prenez garde, alors vous risquez d'user de la force. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Ce matin, le policier a organisé la file jusqu'au canal là. Et le temps de quitter le canal et revenir vers son poste où les gens lavent les mains là, les gens sont revenus encore s'attrouper comme ça. On pourrait se demander dans ce contexte pourquoi garder ouvert un service qui draine autant de monde. Selon le directeur général, la réouverture s'impose à cause de la spécificité du service. Il faut vous le dire aussi, nous ne pouvons pas arrêter d'immatriculer. C'est un acte régalien qui est nécessaire. On ne peut pas que permettre aux citoyens de mettre en circulation des engins pendant et des véhicules pendant longtemps sans immatriculation. C'est un problème de sécurité publique. Comment concilier l'impératif de la continuité du service et le respect des gestes barrières dans le cadre de la lutte contre le coronavirus? Un casse-tête pour le colonel Bougouma et son équipe. Aujourd'hui, la piste de délocalisation de certains services est envisagée pour désengorger la Direction générale des transports terrestres et maritimes, car à l'évidence, il y a péril en la demeure.
Et ce d'autant plus qu'ici, certains usagers ont toujours tendance à minimiser le danger que représente le Covid-19. Premier cas de Covid à Manga et voici la ville bouclée par une quarantaine assortie de couvre-feu et de la fermeture de certains lieux publics. La situation est mal vécue par la population qui en appelle d'ailleurs à la levée des mesures. Rasman Ezoundi et Amandine Lalsaga y étaient. Nous suivons leur reportage. Des rues désertes, des commerces fermés. Manga a les allures d'une ville fantôme. Les mesures prises pour barrer la propagation communautaire du Covid-19 contraint la population de la cité de l'Épervier à changer ses habitudes de vie. On rentre à 19h et on reprend de 6h. Et puis tous les marchés sont fermés. On a créé un autre problème. Les autres se plaignent au niveau des locations avec leurs bailleurs. Et il y a d'autres qui se plaignent vraiment, vu les conditions, vous savez qu'au Maki, il n'y a plus de musique, ni rien. N'en parlons même pas qu'on ferme. On vit même pas. On est mort. Ça c'est pas une vie. On ne vit même plus. Ça ne va pas. Une situation insoutenable et incompréhensible pour certains qui estiment que Mangaville n'enregistre aucun cas de Covid-19 pour connaître cet isolement. Il faut qu'ils enlèvent la quarantaine là. Parce que Manga n'est même pas concerné. Manga, il n'y a pas de cas ici. Il y avait un cas à Béré, à 30 km d'ici. Donc, maintenant, ils ont dit qu'il y a un autre cas à Saponais. Là, ça vaut plus de 60 km d'ici. Donc, à Manga, dans le périmètre des départements, là, tous les 7 départements, il n'y a même pas de cas ici. L'application des mesures barrières du coronavirus rencontre des difficultés. Le grand marché fermé, des marchés spontanés se développent comme ici, aux abords du bitume de la Nationale 29. À la sortie sud de Manga, route des Abrés, plus précisément au village Sakuilga, se tient allègrement le marché de 3 jours, malgré les mesures de distanciation sociale. Peut-être comme il n'y a rien à manger là. Mais ça aussi c'est une deuxième maladie aussi. Si tu n'as pas à manger aussi, ça c'est aussi une deuxième maladie. N'importe quelle maladie nous attrape, mais on sait que c'est dangereux, mais bon, on ne sait pas comment faire. De toute façon, c'est dangereux pour tout. C'est un peu difficile à supporter. C'est certains qui ont besoin de quelque chose à acheter. Bon, comme il n'y a rien à la maison, ils sont obligés de venir au marché. Une situation de défiance déplorée ici à la mairie de Manga, en dépit des actions de sensibilisation et de répression. Nous avons fait le tour avec la police. On a tenté une énième fois de sensibiliser parce que c'est les femmes qui vendent les légumes, les condiments frais que nous avons autorisé à rester à côté pour approvisionner la population. Mais nous constatons souvent qu'il y a des dérapages, il y a des attroupements où la sécurité, les forces de défense et de sécurité tentent de sensibiliser. Bon, nous sommes en train de voir comment faire pour essayer de trouver un autre site pour alléger un peu, pour éviter les regroupements. Quand cela ne tienne, le maire Jérôme Rwamba rassure que des initiatives sont en cours pour alléger la situation tout en respectant les différentes mesures gouvernementales prises pour atténuer l'impact social de l'infection à coronavirus. Du matériel de protection contre le Covid à plusieurs services comme le ministère de l'économie, la police nationale ou encore la RTV. Le geste porte l'identité des secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès. Les détails avec Adama Guiti et Isia Kanana. Contre la propagation du Covid-19, les secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, apporte un lot de matériel à la radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB. Ludovic Bakiono et ses camarades remettent ici ces dispositifs de lave-mains, du savon, du gel hydroalcoolique et des masques. Outre la RTB, le Centre international de formation politique Kwame Nkrumah, le gouvernorat du centre, la Direction générale de la police nationale, le ministère de l'économie, des finances et du développement sont également bénéficiaires de ces dons. Naturellement, ces moyens qui sont donnés vont renforcer la sécurité, surtout les mesures de barrière, comme on l'a si bien dit, au sein de nos structures,
et permettre en tout cas à nos agents de travailler dans la quiétude. C'est bon aussi de penser à la presse. Vous voyez qu'autant qu'ils portent des cache-nez, ils sont aussi exposés comme le personnel soignant. Donc ça va être utilisé à bon escient, aussi bien au niveau de la télévision nationale qu'au niveau de la radio. Une fois encore, au nom du directeur général et au nom de tous mes collaborateurs, je vous dis merci d'avoir pensé à la télévision du Burkina. À travers la remise de ces différents matériels de protection contre le Covid-19, les secteurs structurés du MPP répondent ainsi à l'appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l'État dans la bataille contre le coronavirus. Le parti a déjà remis une enveloppe de 5 millions à la coordination du CORUS. Nous avons également dans les différentes provinces, toutes nos structures apportent également des appuis locaux à des associations ou à des structures qui accompagnent la prévention. Et donc, il était de bon ton que les secteurs structurés du mouvement du peuple également fassent un geste à l'image de ce que le parti a fait. En plus de ces dispositifs de prévention contre la pandémie, le Centre international de formation politique Kwame Nkrumah bénéficie également d'extincteurs pour la protection de ses locaux. Près de 9 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée pour ces dons. Des dons qui vont s'étendre à d'autres institutions, foi du secrétaire national chargé des secteurs structurés du MPP. Du matériel médical de prévention et d'hygiène estimé à 6 millions de nos francs et un chèque de 5 millions, c'est le don de la société minière Roxgold aux autorités communales de Bagassi dans les Ballets. La remise est intervenue le 9 avril dernier en présence de Yves Rwamba et Karim Ouetraogo. La société minière Roxgold et ses partenaires volent au secours de la population de la commune de Bagassi. Et c'est à travers un don composé d'équipements médicaux et d'hygiène d'une valeur de 6 millions de francs CFA et un accompagnement financier de 5 millions de francs CFA aux associations de femmes et de jeunes pour des sensibilisations sur les mesures de prévention du Covid-19 dans cette localité. Nous étions dans le besoin. C'est la bienvenue parce qu'à plusieurs reprises, on a été voir notre hiérarchie. Il n'y a rien de prévu pour nous. Donc c'est la bienvenue, on attendait ça pour nous protéger et par aussi les passagers qui passeront. La préfecture, par le tribunal départemental, le commissariat de Bagassi, qui reçoit aussi pas mal de visiteurs, la mairie, le service des eaux et forêts, le service de l'élevage, en fait tous ces services-là seront servis. Nous avons certains lieux où les jeunes se rassemblent. Tous ces villages seront servis. Pour Roxgold et ses partenaires, ce don d'une valeur de 11 millions de francs CFA est un devoir envers la communauté dans la lutte contre le Covid-19. Il était du devoir de Roxgold et d'accompagner la communauté de Bagassi à prévenir le Covid-19, à lutter véritablement contre cette pandémie. Le personnel soignant est en première ligne de contamination du Covid-19. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de remettre à tous les CSPS de la commune de Bagassi du matériel médical de prévention. Roxgold compte étendre son accompagnement dans la province, mais aussi dans la région afin de vaincre cette pandémie. Adoucir les mœurs et sensibiliser, cela passe par la musique. L'artiste musicien Canfido l'a compris et porte son message au travers d'un single disponible depuis le 5 avril dernier. Il est originaire de la région de l'Est. Les premières notes avec Désiré Ilboudo et Aruna Maré. La mélodie pour combattre le coronavirus. Canfido, le créateur, met sa voix et son talent au service de la lutte contre le Covid-19. Coronavirus, c'est sa toute dernière composition musicale en Goulmakema contre la pandémie. Laver les mains, porter les masques, tout, vraiment, je vois que tout c'est bon. Bon, l'aide de couvre-feu aussi, salutation de mains aussi, bon, c'est pas intéressant maintenant, ce moment. Une chanson enregistrée en 2 jours au studio Roll Prod, un studio modeste situé au secteur 11 de Farangourma. Canfido, c'est toujours dans l'ambiance et dans la bonne humeur.
Il est venu, il a chanté. Voilà, moi j'habille maintenant avec les mélodies, sa chanson. Il a habillé ça. Il a eu à parfaire vraiment la chanson comme ça. Et puis bon, voilà. Après, on a proposé à quelques éléments qui ont apprécié déjà, avant même qu'on le présente au public. J'ai écouté ça à la radio, et sa chanson était propre, et il sensibilise les gens. Il dit de laver les mains, d'éloigner à 1 mètre avec les uns et les autres. Cette composition n'est pas un fait du hasard. Avec le coronavirus, les scènes encore appelées les gombos dans le showbiz se font de plus en plus rares. L'argent que nous on gagne plus, on ne peut plus faire animation. Par exemple, dans les animations, pendant une semaine comme ça, on peut avoir des choses de 600 000, 500 000 par semaine. Quand Fido le créateur a appris la musique sur le tas, dans les années 2000, son répertoire est riche d'une douzaine de chansons comme Corluego et Burkina Faso. L'artiste est aussi conducteur dans une compagnie minière. Son projet immédiat, disposer de moyens pour réaliser un clip de sensibilisation sur le coronavirus à l'Est. Dans l'actualité en Europe, certains pays envisagent une sortie progressive du confinement. Le projet est envisagé par les pays dont les taux de mortalité et de cas positifs sont en baisse. La mesure toucherait prioritairement les commerces et les transports publics. Avec un nombre de cas de coronavirus et des taux de mortalité bien inférieurs à ceux de leurs voisins, plusieurs pays européens s'acheminent vers une levée progressive des restrictions liées à l'épidémie. Après 4 semaines de confinement, l'Autriche autorise les magasins non essentiels et de moyenne taille, moins de 400 mètres carrés, à rouvrir leurs portes. Mais les Autrichiens vont devoir porter un masque dans les magasins et dans les transports publics. Et la police pourra désormais également infliger une amende à toute personne qui enfreint ces mesures. En Allemagne, l'Académie des sciences recommande un assouplissement progressif des restrictions si les nouvelles infections se stabilisent à un niveau faible et si les mesures d'hygiène personnelle sont maintenues. C'est mercredi que la chancelière allemande et les chefs des 16 régions allemandes doivent prendre une décision sur une éventuelle prolongation d'un confinement qui doit expirer dimanche. Pendant ce temps, après 4 semaines de verrouillage strict, le Danemark reprendra lentement sa vie normale après Pâques, en commençant par la réouverture des écoles maternelles et des écoles primaires. Mais en République tchèque, où la semaine dernière la population a été autorisée à pratiquer des sports de plein air, la police signale que beaucoup de gens enfreignent les règles toujours en vigueur et se rassemblent sans porter de masque. Et nous vous l'annoncions hier, notre collègue Moussa Ouattara nous a quittés ce 13 avril des suites d'un accident de la circulation. Il a été conduit ce jour à sa dernière demeure au cimetière de Tengandogo. L'adieu avec Bernard Kombelem et Vincent Kendrebogo. Cimetière de Tengandogo cet après-midi. Des proches, des amis et collègues accompagnent Moussa Ouattara à sa dernière demeure. Le regretté était jusqu'à son décès un agent à la radiodiffusion-télévision de Burkina où il a servi durant les 15 dernières années. Bon, c'est effectivement très douloureux. Voilà, de perdre quelqu'un qu'on a connu. Puis, lorsque je suis arrivé à la RTB, je s'est fait beaucoup remarquer par son travail et j'ai échangé beaucoup avec lui. Vraiment, il a beaucoup de qualités. Pour ceux qui l'ont côtoyé, c'est un moment de tristesse pour ce départ brusque. Ils rendent alors un hommage à celui qu'ils gardent désormais dans leur mémoire. Ouattara Moussa, quand je l'ai connu, il s'est montré un agent beaucoup disponible, beaucoup engagé pour le travail. Et à chaque fois que de besoin, lorsque je le sollicitais pour un service donné, il était vraiment très disponible. Et ce que je retiens beaucoup de lui, c'est sa ponctualité au service. Donc, il était un des meilleurs agents. Hein. Vraiment, l'homme, il est très, très sociable. Très sociable. Et l'immunité qu'il a, c'est ça vraiment que je retiens de lui. Vraiment, c'était un ami irréprochable. C'est un ami irréprochable. Parce que depuis l'école primaire, on est ensemble. J'ai été même le voir samedi. Samedi, on a même causé. Bon, il n'y avait pas de problème.
Le lundi, j'appelle, on me dit que ça s'est aggravé, on l'a mis sous gaz. Donc j'ai été là-bas hier lundi. Bon, finalement, ça n'a pas marché. Bon. Victime d'un accident de la circulation le 7 avril dernier, Moussa Ouattara, âgé de 45 ans, a succombé hier lundi de ses blessures, laissant ainsi derrière lui une veuve et une orpheline. Moussa Ouattara, toujours disponible pour servir. Nous ne t'oublierons pas. Nos pensées à ta famille et à tes proches. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la RTB et à demain, Dieu voulant.